3i Atlas pourrait ne pas être celui qu'ils ont aperçu. Le vaisseau extraterrestre, selon l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, n'est pas une comète, mais plutôt, selon lui, un engin extraterrestre. Son soupçon repose sur la trajectoire très inhabituelle de cet objet. Selon le scientifique, elle est très inhabituelle comparée à d'autres et à la façon dont se comportent les autres corps interstellaires. 3i Atlas sera à proximité de la Terre dès novembre de cette année et, selon les prévisions de Loeb, l'humanité doit être prête à tout scénario possible. Imaginez qu'un Seismosaurus apparaisse soudainement dans la rue où se trouve votre maison. À quoi penseriez-vous dans un moment critique? Ce n'est pas possible. Les scientifiques ont été stupéfaits par le passage actuel d'un astéroïde interstellaire dans le système solaire. De tels visiteurs sont extrêmement rares. Seuls 2 objets interstellaires non liés à notre système avaient été observés auparavant. En d'autres termes, ce sont juste des voyages de transit, où le système solaire n'est qu'une étape, comme la gare de Tchipetovka pour les passagers du train Kiev-Oujhgorod. Qu'est-ce que cet objet ancien et étonnant et peut-il, lui ou ses fragments, menacer la sécurité de l'humanité? Quels astéroïdes interstellaires ont visité le système solaire et ont été observés par les astronomes? La question principale est: cet événement représente-t-il une menace d'attaque extraterrestre? L'objet A11 PI 3Z, ou comme il est officiellement appelé, 3i Atlas 2025, est un énorme rocher allongé. Le 3e astéroïde interstellaire confirmé et suivi de près depuis plusieurs mois par le télescope Atlas au Chili. Et les données du 14 juin 2025 ont confirmé le fait qu'il s'agit bien d'un visiteur venu des profondeurs de l'espace. Un dilemme se pose: cet objet appartient-il aux astéroïdes ou aux comètes? En fait, plus la roche s'approche du Soleil, plus elle montre des signes d'activité cométaire. Par exemple, il a développé une petite queue et une faible chevelure de gaz et de poussière. Donc, il est possible que nous ayons affaire à une comète interstellaire. La taille de l'objet reste imprécise, mais la plupart des scientifiques estiment son diamètre à environ 20 km. Certaines structures sur Terre vous paraissent encore incroyablement gigantesques. La statue de l'unité au Gujarat, la tour Burj Khalifa, les montagnes du Kilimandjaro ou le mont Everest. Alors imaginez 2 Everest et demi réunis en un seul objet, traversant le ciel à une vitesse de 245 000 km/h. Elle dépasse largement les paramètres nécessaires pour échapper à l'influence gravitationnelle du Soleil, car la 3e vitesse cosmique pour notre système est de 42 km par seconde. Ces données sont valables à proximité de la Terre et l'objet mentionné se déplace à une vitesse de 60 km par seconde. Ceci constitue une preuve supplémentaire de son statut interstellaire. Quels autres astéroïdes ont visité le système solaire? En tant qu'objet venu d'ailleurs, Oumuamua en 2017 et 2L Borisov en 2019 ont été officiellement enregistrés. Cette comète, éjectée dans l'Antiquité par un système stellaire, se trouve peut-être dans une région dense d'astéroïdes similaire à notre ceinture de Kuiper. Pourquoi 2L Borisov est-il considéré comme une comète? Parce qu'en s'approchant du Soleil, l'objet présentait aussi des signes évidents d'une queue allongée. Et à qui cela s'adresse-t-il? Oumuamua est tout à fait différent, c'est un véritable astéroïde. Mais sa forme de cigare, inhabituelle pour ce type d'objet, a autrefois suscité une vague de spéculation sur l'origine artificielle de cet intrus. Cependant, par sa taille, elle n'atteint même pas de près celle du héros de notre vidéo. Les dimensions d'Oumuamua ne sont que d'environ 400 mètres. Pourquoi cet astéroïde a-t-il cette forme et une accélération non due à la gravité solaire? Actuellement, ces questions restent sans réponse. Il ne faut peut-être pas exclure la théorie d'une origine artificielle, bien que la communauté scientifique s'y oppose fortement. D'où proviennent ces objets? On suppose que certains d'entre eux pourraient provenir des régions éloignées du système solaire, comme le nuage d'Oort, ou être des comètes à longue période. À cette catégorie appartiennent probablement la comète Hale-Bopp, visible en 1996-997, dont la période orbitale est de 2500 ans, ainsi que NEOWIZ, découverte au printemps 2020. Les avis divergent à propos de cet objet,
car sa période orbitale est de 6800 ans. Certains astéroïdes de la ceinture de Kuiper sont aussi pris en compte dans ce contexte. Pourquoi les scientifiques les considèrent-ils comme des visiteurs du système solaire ? Principalement en raison de leurs orbites très excentriques ou hyperboliques. Par exemple, l'astéroïde 514107, en raison d'un comportement inhabituel pour des objets authentiques, est considéré comme ayant été capturé depuis l'espace interstellaire. Il y a plusieurs millions d'années, les visiteurs rocheux venus des profondeurs de l'espace peuvent être comparés à des découvertes paléontologiques ou archéologiques. En les étudiant, nous pouvons obtenir des informations inestimables sur des endroits où nous n'irons jamais et que nous ne pourrons même pas voir avec une optique avancée. Pourquoi détectons-nous si rarement les vagabonds interstellaires ? Selon les scientifiques, ces astéroïdes et comètes visitent rarement le système solaire, ce qui n'est pas surprenant, car l'univers est infini et la Terre n'est qu'un point insignifiant sur ces cartes. Mais on estime tout de même que chaque année, quelques-uns de ces objets nous rendent des visites. Pourquoi ne les voyons-nous pas ? Parce qu'ils sont soit trop faibles, soit tellement minuscules que les télescopes terrestres ne les détectent de tout simplement pas. Mais la situation est résoluble. Le nouvel observatoire Vera-Rubin repousse les limites des énigmes astronomiques et la liste des objets interstellaires devrait s'allonger souvent dans les années à venir. Que dire encore sur notre personnage principal, l'astéroïde interstellaire 3I Atlas ? Outre la vitesse et la taille, le diamètre va de 20 à 40 km. Il convient de mentionner une masse 10 millions de fois supérieure à celle de Muamua, une orbite hyperbolique très marquée et une trajectoire pratiquement alignée avec le plan de l'écliptique. Ces deux faits ont d'abord attiré l'attention des scientifiques, poussant les astronomes à classer l'objet comme interstellaire, donc extérieur au système solaire. Il passera plus près de l'orbite de Mars. La question principale pour le public, ce corps est-il dangereux pour les terriens ? En effet, si un objet de 20 km de diamètre percutait la Terre à une vitesse incroyable, il provoquerait sans aucun doute des conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale. Extinction de 80 à 100% de la population, méga-tsunami, séisme, activité volcanique inédite, effondrement des écosystèmes et hiver dû à l'astéroïde. En fait, pour de tels effets destructeurs, un objet 20 fois plus petit suffirait. Une roche aussi énorme aurait sans doute définitivement enterré la civilisation humaine. Mais les alarmistes peuvent être rassurés. On peut répondre non avec assurance. Cet astéroïde ne présente aucun danger. Il passera de l'autre côté du Soleil et quittera notre système pour voyager dans le vide pendant des millions d'années. Écoutez les sons autour de lui lors de son voyage. Cependant, il existe un autre danger dont nous allons parler, où se trouve actuellement A11PI3Z. Les scientifiques ont suivi sa trajectoire et ont découvert qu'environ au milieu de l'année 2023, l'astéroïde a traversé l'orbite de Neptune et qu'il se trouve actuellement à 4,5 unités astronomiques du Soleil entre les orbites de Jupiter et de la ceinture d'astéroïdes. Sa trajectoire est dirigée vers la constellation du Sagittaire. Est-il possible d'observer cet objet ? Ce serait plus pratique avec les rovers martiens, mais peut-on l'observer depuis la Terre ? Quand deviendra-t-il plus lumineux ? Cela se produira fin été ou début automne. 2025, l'objet sera alors visible avec des télescopes amateurs. Le suivi se complique car 3I Atlas s'approchera du Soleil. Le New York Post a récemment rapporté qu'un artefact extraterrestre de la taille de Manhattan s'approchait de nous. C'est pourquoi, en novembre-décembre, il faut se préparer à une invasion venue de l'extérieur. De tels articles ne surprennent pas car, comme pour d'autres objets interstellaires, on n'a pas pu éviter ici non plus les spéculations et les suppositions.
La théorie de l'origine artificielle de cet astéroïde a aussi été avancée par des experts, comme le professeur de Harvard Avi Loeb, directeur du projet Galileo. Ce provocateur dans le domaine scientifique a exprimé à plusieurs reprises des hypothèses, et pas seulement concernant cet objet interstellaire, mais aussi ceux qui ont été observés auparavant, affirmant qu'il présente des signes de technologie extraterrestre. Pour l'instant, tout cela n'est confirmé par rien, bien que, sans aucun doute, cela stimule l'imagination et en effraie même certains. Quoi qu'il en soit, si aucune flotte extraterrestre ne plane au-dessus de la Terre cet hiver, l'objet s'éloignera peu à peu. En mars 2026, il passera près de Jupiter, puis s'approchera de Neptune début 2028 avant de repartir vers l'espace interstellaire. L'étude d'un corps céleste aussi immense, découvert alors qu'il approche du système solaire et non lorsqu'il le quitte, offre plus de chances d'examiner l'astéroïde de manière approfondie. Que signifient de telles recherches pour la science terrestre ? Elles sont essentielles, car elles permettront aux astronomes d'étudier la matière d'un autre système stellaire et d'obtenir de nombreuses informations sur la composition et l'origine de l'objet. Certains astrophysiciens avancent l'hypothèse que l'astéroïde est un visiteur provenant d'une région de la Voie lactée des Horizons et à l'essor de la Lactée, où se trouvent environ les 2/3 des étoiles de notre galaxie. Pourquoi n'est-il pas resté dans son environnement stellaire au lieu de partir en voyage ? Très probablement, l'astéroïde a été éjecté à la suite d'une interaction gravitationnelle avec une géante gazeuse comparable en taille et en masse à notre Jupiter. Cette hypothèse sera vérifiée après l'obtention de données plus précises lors de l'étude de l'objet. Alors, que l'astéroïde 3I Atlas a-t-il apporté ? Au-delà de la surprise, de l'enthousiasme et des inquiétudes, c'est une fenêtre sur d'autres mondes aux lois parfois très différentes, permettant de comparer la formation des planètes dans l'univers. Cet astéroïde va révéler les particularités de son système stellaire, comme la comète Borisov, riche en monoxyde de carbone. Que cela implique-t-il ? Cela a appris aux astronomes que l'objet s'est formé dans un environnement très froid, près d'une étoile, l'exact opposé du Soleil. Les objets interstellaires servent aussi de capsules temporelles, conservant des informations précieuses sur les débuts des anciens amas stellaires. Ces astéroïdes et comètes permettent d'étudier l'accélération non gravitationnelle, d'affiner les modèles galactiques et la densité du milieu interstellaire. La cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir trouver des traces de vie. C'est peu probable, mais découvrir des molécules prébiotiques renforcerait l'hypothèse de la panspermie, selon laquelle la vie et ses éléments voyagent entre les objets de l'univers. La question finale est la suivante. Comment cet astéroïde interstellaire devrait-il se comporter pour que les scientifiques et le public en restent bouche bée ? Pendant de nombreuses années, les oculaires de nos télescopes scrutent intensément l'obscurité de l'espace à la recherche de merveilles cachées dans ses profondeurs mystérieuses. Notre système solaire compte encore de nombreux objets inexplorés. Devinez quelle planète est sans cesse arrosée par des pluies sulfureuses toxiques, où la température est si élevée que même les métaux y fondent. Sur quel corps céleste la pression atmosphérique approche-t-elle celle de la fosse des Mariannes ? Vénus, mystérieuse et peu explorée, n'a reçu que peu de sondes spatiales, mais a tout de même livré quelques informations. Voilà la situation actuelle. Pourtant, au milieu du XXe siècle, les astronomes ne savaient presque rien sur Vénus. Et de plus, leurs idées à son sujet étaient complètement erronées. Depuis l'Antiquité, on pensait que sous l'épaisse couche de nuages de notre voisine brumeuse poussaient presque des jardins paradisiaques. Les rares sondes spatiales qui ont réussi à visiter Vénus ont immédiatement dissipé ces illusions idylliques, mais parlons de tout dans l'ordre. Quels pays, tout au long de l'histoire moderne de l'humanité, se sont continuellement affrontés ? Même les personnes nées récemment connaissent probablement la réponse: l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Le pays des soviets a brillamment réussi dans la course à l'espace à la fin du XXe siècle, notamment pour les missions vers Vénus. Dans ce domaine, tout ne s'est pas passé sans accroc, en raison d'informations erronées sur la deuxième planète du système solaire basée sur des illusions et suppositions. Pourquoi Vénus est-elle appelée la sœur de la Terre ? Elle lui ressemble notamment par sa masse et ses dimensions. Mais la ressemblance s'arrête là, comme on l'a découvert plus tard, car Vénus tourne même dans la direction opposée. De plus, elle est entourée d'une atmosphère mortelle d'acide sulfurique et sa surface atteint des températures pouvant faire fondre tout objet extérieur.
Ce qui fait de Vénus l'astre le plus chaud du système solaire. Quels engins ont déjà étudié ce piège mortel de roches ? Comme déjà mentionné, les pionniers dans ce domaine furent les sondes soviétiques, en particulier les appareils des séries Venera et Vega. Tout a commencé en 1961 avec la sonde spatiale Venera 1. Les missions de cette station interplanétaire n'ont pas été pleinement accomplies, mais l'appareil fut le premier à s'approcher autant de la surface de Vénus. Ce cylindre métallique était équipé selon les standards les plus avancés de l'époque, si l'on peut dire ainsi en parlant des années 60 du siècle dernier. Quel gadget équipait Venera 1 ? Il y avait d'abord un magnétomètre, un compteur Geiger, un détecteur de rayonnement cosmique et des pièges à ions. Tôt le matin du 12 février 1961, la sonde a été lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour. Beaucoup d'entre vous peuvent se demander si les instruments mentionnés ont été utiles, étant donné que la mission n'a jamais atteint son objectif. En partie, oui. Par exemple, Venera 1 a quitté l'orbite terrestre et transmis aussitôt des données sur le vent solaire et les rayons cosmiques autour de notre planète. De plus, l'appareil a continué durant tout son trajet, même à près de 2 millions de kilomètres de son alma mater. Malheureusement, c'est à cette distance que le contact avec Venera 1 a été perdu. On sait que les 19 et 20 mai de la même année, la station interplanétaire est passée à une distance de 100 000 km de Vénus, après quoi elle est partie pour un voyage sans fin autour du Soleil. L'échec de la mission résulte de décisions insuffisamment réfléchies de l'équipe conceptrice. Par exemple, les décisions concernant les sessions de communication étaient prises non pas au sol, au centre de contrôle des vols, mais à bord de la station elle-même. L'automatisation embarquée, activée à horaire fixe, rendait le contrôle de l'appareil difficile. En somme, des conclusions ont été tirées, donc la mission, bien que peu réussie, a été utile pour le travail futur. Peut-être qu'après l'échec de la sonde Venera 1, tout s'est déroulé comme sur des roulettes ? Absolument pas. Il y a eu encore des dizaines de versions préliminaires qui, pour diverses raisons, n'ont pas atteint la planète nuageuse. La station Venera 2 a manqué sa cible, mais a tout de même recueilli des informations scientifiques. La sonde Venera 3 a été le premier appareil à atterrir brutalement sur une autre planète, atteignant ainsi un autre corps céleste. Cependant, cette station interplanétaire n'a envoyé aucune donnée sur la surface de Vénus, le système de contrôle étant tombé en panne bien plus tôt. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses ou partiellement réussies, les premières sondes qui ont étudié la mystérieuse planète le plus longtemps furent Venera 13 et Venera 14. Vous attendez des centaines de clichés transmis par ces appareils. Je ne veux pas vous décevoir, mais la technologie de l'époque limitait Venera 13 à seulement 22 images, principalement en couleur, transmises vers la Terre. Les deux sondes ont analysé l'atmosphère, le sol et la température de la planète. Les appareils ont fonctionné chacun de 57 à 127 minutes. Dans ces conditions extrêmes, c'est déjà beaucoup, d'autant qu'à l'origine, la durée prévue était 2 à 3 fois moindre. Il convient de noter que les autres appareils, y compris Vega, Magellan, Galilée, Akatsuki, Vénus Express et d'autres, soit survolaient la planète, soit étudiaient l'atmosphère, soit devenaient des satellites artificiels de Vénus. C'est pourquoi l'exploit de ces deux sondes, lancées presque en même temps, reste inégalé. La distance entre Vénus 14 et Vénus 13 est de 950 km. Les deux sondes ont atterri dans la région dite de Phébus, d'un diamètre de près de 3000 km. Les recherches transmises par les appareils Vénus 13 et 14 peuvent être considérées comme uniques. Ce sont sans doute les sons d'une planète lointaine et presque inexplorée, ainsi que ses images panoramiques. Ceci a été possible grâce aux équipements de nouvelle génération des sondes. 14 gadgets scientifiques ont été installés à bord, dont un spectromètre, un accéléromètre, un éphélomètre pour l'analyse chimique, des caméras périphotométriques, un détecteur de réactions chimiques, un chromatographe en phase gazeuse, un photomètre ultraviolet, un hydromètre et d'autres équipements conçus par des spécialistes soviétiques, français et autrichiens. Lors de la descente dans l'atmosphère de Vénus, le radioséismographe a d'abord enregistré de nombreux éclairs d'orage puissants détectés par les sondes Venera 14 et Venera 13. Immédiatement après l'atterrissage, les sondes ont transmis des images panoramiques où l'on peut voir le sol à grains fins de notre voisine la plus proche.
Les deux appareils ont enregistré la température à la surface de Vénus et ces valeurs ont stupéfié les scientifiques. Plus de 460 degrés Celsius. Si ce n'était pas pour le corps en titane dans lequel les sondes étaient déplacées, leur fonctionnement aurait été instantanément interrompu sous une pression de 90 à 96 bars, comme cela s'était déjà produit auparavant. Qu'a montré les caméras des premières sondes? Il s'est avéré que Vénus est un monde absolument dépourvu de vie, sombre et dangereux, dont la surface est couverte d'un sol brun, de rochers, d'un réseau de failles appelées arachnoïdes, de cratères anciens et de montagnes. Le climat ici est rude, et cette nouvelle des sondes a déçu les partisans pensant que Vénus ressemblait à la Terre du Carbonifère. Plus tard, on a découvert que sans l'épaisse couverture nuageuse, la surface de la planète serait moins chaude et étouffante. La température ne dépasserait probablement pas 80 degrés. De toute façon, ce monde grotesque est clairement sans eau et mort. Pour les orages, la sonde Venera 2 a d'abord enregistré des phénomènes similaires, que les scientifiques pensaient alors être de simples interférences radio. Enfin, le plus intéressant, à quoi ressemble le son de Vénus? Quelle voix perçoit-on dans ces vents? On sait que la planète est prise dans un ouragan global dont les vents soufflent à des vitesses différentes selon l'endroit. La sonde a capté les sons de Vénus en descendant. Pour l'instant, c'est la seule voix de ce monde étonnant à des centaines de millions de kilomètres de la Terre qui nous soit parvenue. Dans l'épaisse couche nuageuse que traversait l'engin spatial interplanétaire, la vitesse du vent atteint 300 mètres par seconde et plus. C'est pourquoi, en ce moment, vous entendez les bruits et hurlements des courants atmosphériques de Vénus. Les sons sourds évoquent sans doute le tonnerre, qui suit les éclairs zébrant le ciel de cette planète. Quant à la signification de ce bruit régulier et grinçant, qui se transforme progressivement en grondement, il n'a pas encore été possible de la déterminer. Nous pourrions entendre la voix de l'appareil lors d'un freinage d'urgence dans l'atmosphère, mais ce n'est pas certain. Une chose est claire, la planète n'a pas accueilli la sonde étrangère très chaleureusement, grognant et protestant de toutes ses forces contre cette intrusion. Est-ce vraiment la dernière fois que nous entendrons parler de notre voisine la plus proche, surtout alors que l'attention se porte désormais sur la colonisation de Mars? Mais, malgré tout, l'intérêt pour Vénus ne faiblit pas. Plusieurs pays, comme l'Amérique, l'Inde et la Russie, développent des projets de sondes orbitales qui partiront étudier cette planète étonnante. Cependant, cela n'arrivera pas avant la fin des années 2020. Il est rassurant que pendant que nous attendons cet événement marquant, l'humanité ne se fasse plus d'illusions sur l'ère mésozoïque qui régnerait soi-disant sur Vénus. C'est pourquoi la réalité sombre et austère ne nous décevra pas. Abonnez-vous à notre chaîne. Réfléchissons ensemble. Pourra-t-on un jour terraformer cette planète inhospitalière et étrangère aux terriens?
On trouve des mentions de comètes dans de nombreuses cultures anciennes. Ces objets célestes étaient déjà observés par des personnes ayant vécu avant notre ère. Il n'est pas étonnant que de nombreuses légendes entourent les comètes, jadis vues comme des messagers. Grâce au progrès scientifique, nous connaissons l'origine et la nature de ces objets cosmiques. C'est un amas de glace et de métaux qui développe une queue lorsqu'il s'approche du Soleil. Dans cette vidéo, découvrez quelle comète l'humanité étudie depuis les pharaons égyptiens. Pourquoi la comète Churyumov-Gerasimenko a-t-elle une forme aussi étrange et quelles découvertes pouvons-nous faire sur notre système planétaire en étudiant les comètes? L'une des comètes les plus célèbres est la comète de Halley qui porte le nom officiel UNP Halley dans les documents officiels. Les premières mentions de cette comète remontent à l'an 2040 avant notre ère. On peut observer cet objet dans le ciel tous les 75 ans. La comète a été observée à de nombreuses reprises dans le ciel étoilé à différentes époques, mais on pensait qu'il s'agissait de différents corps célestes. Cela a duré jusqu'au XVIe siècle quand Edmond Halley a proposé qu'il s'agissait du même objet. Il a observé attentivement la comète en 1680 et a supposé qu'on pourrait la revoir dans le ciel étoilé dans 75 ans. Lorsque cette hypothèse s'est avérée exacte, la comète a reçu le nom de Halley. Qu'ont découvert les scientifiques sur cet objet depuis lors, nous avons obtenu beaucoup de nouvelles informations sur la structure de la surface de la comète. Grâce à la station interplanétaire européenne Giotto et à la sonde soviétique Vega, ils se sont approchés de la comète de Halley à une très courte distance en 1986. Jamais aucun engin de recherche n'avait accompli cela. Deux sondes identiques, Vega 1 et Vega 2, avaient été conçues pour la station interplanétaire Vega. Leur conception reposait sur des modules de descente de survol. Ces deux sondes devaient atteindre Vénus et déposer sur sa surface des modules d'atterrissage afin d'étudier en détail les propriétés de ce corps céleste. De plus, Vega 1 et Vega 2 devaient s'approcher à une courte distance de 1 pH. Le problème était qu'il était impossible de savoir exactement où se trouverait la comète à un moment précis. Il y avait un risque que les sondes n'atteignent pas le point souhaité. La chance a souri aux scientifiques soviétiques. En mars 1986, Vega 1 s'est retrouvé près de la comète de Halley. Ils étaient séparés par 8879 km. En se basant sur les données de l'appareil soviétique, l'approche de la station européenne Giotto vers la comète était déjà plus précise. Il est parti accomplir sa mission quelques années plus tard, en juillet 1985. Dès le départ, sa mission devait uniquement survoler de près le noyau de la comète de Halley. Moins d'un an plus tard, en mars 1986, l'appareil est passé à proximité, à une distance de 596 km, mais il y a tout de même eu des pertes. La caméra de Giotto a été endommagée, ce qui a provoqué une panne temporaire de l'appareil après la mise en service des sondes Vega et Giotto. Les scientifiques ont obtenu des données clés, découvrant notamment l'aspect de la queue de la comète, qui peut mesurer jusqu'à 100 millions de kilomètres. Cette partie peut différer par ses caractéristiques extérieures selon les conditions dans lesquelles la comète s'est formée. Par exemple, certaines queues ont une teinte bleutée, tandis que d'autres peuvent être irrégulières et légèrement courbées. Durant la vie de la comète UNP Halley, ces queues ont toujours eu des caractéristiques très différentes. Un autre point intéressant, le noyau de la comète Halley est petit alors que sa chevelure est bien plus grande. La densité de UNP Halley est de 600 kg/m3, inférieure à celle de l'eau. Après réception des images de Giotto, les scientifiques ont constaté que le noyau présente de nombreuses irrégularités, des montagnes aux collines. On sait aussi qu'il y a au moins un cratère là-bas. L'étude des structures de la comète s'est poursuivie. Nous avons ainsi constaté que la vapeur d'eau domine dans les gaz émis par le noyau, auquel s'ajoute du monoxyde de carbone, environ 3% de dioxyde de carbone et un peu de méthane. De plus, à chaque passage de la comète UNP Halley, son noyau perd de la masse et ne conserve plus que 10 à 20% de sa masse d'origine. La surface de la comète atteint généralement entre plus 30 et plus 130 degrés Celsius. On peut donc conclure que la majeure partie du noyau est recouverte de poussière, ce qui l'empêche d'être actif, car la surface absorbe la lumière.
En se basant sur toutes les données que nous avons obtenues sur Unpale, on peut affirmer avec certitude que sa composition est principalement constituée de matériaux non volatiles, principalement des substances telles que l'ammoniac, le carbone, le méthane et l'eau. La vitesse de cet objet céleste est d'environ 70 km par seconde. La comète pourrait rester sur son orbite actuelle entre 16 000 et 200 000 ans selon les estimations. Selon les scientifiques, la comète de Halley atteindra bientôt son point le plus éloigné, fin 2023. Nous ne la verrons pas près de la Terre avant 2061. Dès que l'objet spatial s'éloignera du périhélie, elle commencera déjà à réduire la distance par rapport au Soleil. Bien sûr, en plus de la comète de Halley, il y en a d'autres tout aussi intéressantes, comme la comète Churyumov-Gerasimenko. Remarquée pour la première fois par Klim Churyumov, en octobre 1969. Il a utilisé des clichés réalisés par une autre scientifique soviétique, Svetlana Gerasimenko. D'ailleurs, la comète porte leur nom en leur honneur. En l'an, la station interplanétaire automatique Rosetta s'est posée à la surface de l'objet. Cet appareil a été lancé en 2004 dans le but de recueillir plus de données sur les propriétés de la comète afin de dresser par la suite un tableau plus précis de la formation de notre système planétaire. 10 ans plus tard, Rosetta a réussi à atteindre l'objet spatial choisi. Aucun autre appareil de recherche n'avait accompli cela auparavant. Quelques mois plus tard, l'appareil d'atterrissage appelé Philae s'est posé sur la comète. Nous avons ainsi découvert la température de la couche supérieure, les dimensions du noyau et la structure de la comète. La surface de la comète a des températures entre 183 et 143 degrés Celsius. Un autre fait surprenant est que le noyau n'a pas une forme ronde ou ovale, mais ressemble plutôt à deux formations reliées l'une à l'autre. L'une est grande, l'autre plus petite. En tout, leur longueur totale est d'environ 4 km. Pourquoi une forme aussi étrange s'est-elle formée? Tout dépend de la formation de la comète. Il est probable qu'une collision entre deux corps célestes ait abouti à leur fusion en un seul objet. Grâce aux données transmises sur Terre par la station Rosetta, les scientifiques ont découvert des molécules de 16 composés organiques à la surface, dont 4 n'avaient jamais été détectées auparavant sur d'autres corps célestes. Les découvertes ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, on a aussi trouvé de l'oxygène moléculaire et du givre sur la comète. Ce fait a remis en cause l'une des théories populaires, laquelle exactement? Lors de la construction de l'appareil Rosetta, son assemblage a été réalisé dans une salle absolument propre, puisque les chercheurs supposaient ensuite qu'ils pourraient y découvrir des particules témoignant de la formation de la vie organique, des molécules d'eau plus lourdes que celles de la Terre. Ainsi, la théorie répandue à l'époque selon laquelle de tels objets pouvaient apporter de l'eau sur Terre s'est avérée invalide. L'objet effectue une rotation complète autour de son axe en 12 heures et 24 minutes. Actuellement, la masse de la comète Churyumov-Gerasimenko est d'environ 10 milliards de tonnes. La comète s'est approchée le plus près de notre planète en août 2015 et en mars 2021. Au cours des 200 prochaines années, elle ne reviendra pas vers la Terre. La science spatiale évolue vite et a beaucoup progressé dans l'étude des comètes. C'est particulièrement important, car cela nous permettra d'en apprendre davantage sur ce qu'était notre système planétaire au début de sa formation et sur la façon dont la vie est apparue sur Terre. La théorie selon laquelle l'eau serait venue des comètes pourrait être confirmée par de futures recherches. D'autres types de comètes que Churyumov-Gerasimenko pourraient être concernés. Il est possible qu'à l'avenir, nous comprenions à quel point ces objets sont précieux pour nous. La guerre nucléaire est devenue un véritable épouvantail pour l'humanité à partir du moment où le monde a pris conscience du niveau de danger que représente l'arme de destruction massive. Depuis lors, de nombreuses personnes se sont posé des questions de plus en plus sophistiquées. Par exemple, est-il possible de faire exploser la Lune ou que se passerait-il si nous provoquions la détonation simultanée de toutes nos réserves nucléaires? Découvrons d'abord les atouts terrestres. Actuellement, la planète compte 15 000 ogives nucléaires dont la plupart appartiennent aux États-Unis et à la Russie. Avec ce nombre de bombes, on pourrait, si on le voulait, créer une île de la taille de Manhattan et y construire tous les gratte-ciel célèbres du monde. Oublions ces comparaisons colorées et regardons la réalité.
Imaginons cette richesse mortelle réunie dans un seul hangar mondial. Imaginez que les présidents des grandes puissances mondiales deviennent fous et décident de le faire exploser. À quel point les conséquences seraient-elles dévastatrices? Pour commencer, permettez-moi de faire une petite référence à un fait bien connu. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa est entré en éruption, tuant 36 000 habitants de l'île et détruisant pratiquement l'archipel. La puissance de l'explosion était équivalente à 200 mégatonnes de trinitrotoluène. À titre de comparaison, l'ogive du Minuteman III a une puissance de 300 kilotonnes. En conséquence, dans un rayon de 250 km, à cause des projections rapides de poussière jusqu'à 81 000 mètres de hauteur, le jour s'est littéralement transformé en nuit. L'onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la Terre et les sons de l'éruption ont été entendus à une distance de 5000 km. Pourquoi avons-nous besoin de cette information? Actuellement, il y a 4500 villes sur Terre où vivent environ 100 000 personnes. Bien sûr, il existe des localités plus petites et beaucoup plus grandes, mais nous prendrons une valeur moyenne. Il suffirait de 3 bombes pour détruire chacune d'entre elles. Donc, en larguant les ogives en même temps, on pourrait faire en sorte que toutes les villes explosent instantanément, et qu'il ne reste pas pierre sur pierre à leur place. La moitié de la population mondiale disparaîtrait en un instant, et cela après une seule opération. Il nous restera encore 1500 ogives en réserve, mais ce n'est qu'un échauffement. La question est de savoir à quoi ressemblera la détonation de 15 000 charges, explosant toutes en même temps. Les ogives produiront l'effet de 15 éruptions du Krakatoa. Le spectacle sera si effrayant et grotesque que les témoins de l'événement, dans les premiers instants, ne croiront probablement pas leurs propres yeux. En un éclair, comme s'il sortait de terre, une boule de feu éblouissante de 50 km de diamètre surgira. L'onde de choc détruira aussitôt bâtiments, arbres et tout sur environ 3000 hectares, tout dans un rayon de 250 km autour de l'épicentre sera réduit en cendres. L'onde de choc fera le tour de la Terre pendant des semaines. Le bruit ne sera pas limité à 5000 km comme lors de l'éruption du Krakatoa. Il sera clairement audible dans chaque recoin de la planète. Tout cela arrivera instantanément, mais ensuite, même pour de tels événements, mais à plus petite échelle. Le pire survient plus tard. C'est à ce moment-là que les vivants commencent à envier les morts et à regretter de ne pas avoir connu une mort instantanée, car ils subissent à la place une agonie lente et douloureuse. Et voici ce qui se passera. Un champignon nucléaire s'élèvera à une 50aine de kilomètres et atteindra la stratosphère, si bien que l'explosion sera ressentie même par les cosmonautes à bord de la Station spatiale internationale. La Terre conservera un cratère d'environ 10 km de diamètre. La zone sera ravagée par des incendies, la radiation se répandra sur la planète et commencera à récolter sa terrible moisson. Le nombre de cas de cancer augmentera brusquement et ceux qui ne mourront pas des fléaux mentionnés devront affronter un long hiver nucléaire. Et cela signifie une famine massive, des maladies terribles et l'extinction de la majeure partie de l'humanité. Il est évident que l'arme nucléaire est l'une des inventions les plus cauchemardesques et destructrices. Mais la question de savoir si elle peut détruire une planète entière n'a pas de réponse catégorique. C'est à la fois oui et non. Les physiciens et volcanologues se sont posé la question et ont abouti à des conclusions ambiguës. Tout d'abord, une énorme sphère rocheuse d'un diamètre de 12 742 km, comme notre Terre, ne peut pas être détruite, même par l'arsenal nucléaire actuellement existant. Cela n'arrivera pas, même si nous extrayons tout l'uranium de la Terre et fabriquons 10 000 milliards de bombes comme celle d'Hiroshima. Deuxièmement, si nous ne sommes pas capables de briser la Terre, il est, selon les physiciens, théoriquement possible de la déplacer de son orbite, par exemple en arrêtant la rotation de la planète. Les scientifiques ont calculé que pour cela, il faudrait faire exploser en une seule fois 600 quintillions, un nombre avec 18 zéros, de bombes, chacune ayant une puissance d'au moins 1 mégatonne en équivalent trinitrotoluène.
Dans ce cas, la Terre s'arrêterait très probablement et se dirigerait vers le Soleil, car notre étoile est l'objet le plus proche avec une gravité significative. Cela signifierait, bien sûr, la destruction certaine de la planète. Les volcanologues, contrairement aux physiciens, soutiennent que même les 142 éruptions du supervolcan Yellowstone en 17 millions d'années n'ont jamais dévié la Terre de son orbite ni projeté vers la couronne solaire. Il est donc très douteux que l'humanité y parvienne, surtout qu'il est improbable de créer assez de bombes pour influencer destructivement la rotation de notre planète. Mais toutes les convictions s'estompent face au fait suivant, sans exception. Les scientifiques, quelle que soit leur spécialisation, affirment d'une seule voix qu'il est nécessaire de réduire drastiquement l'accumulation des armements, puisque nous sommes assis sur un baril de poudre qui peut exploser à tout moment et tuer ses créateurs, ainsi que des milliards de leurs semblables. Regardez et réfléchissez-y. Même un conflit nucléaire entre de petits États aurait des conséquences planétaires, entraînant un changement climatique durable, l'apparition de mutations et de maladies incurables, ainsi qu'une famine généralisée. Une guerre à grande échelle entre superpuissances conduirait sûrement l'humanité à régresser jusqu'à l'âge de pierre. Les télescopes découvrent chaque année dans l'univers de nouveaux mondes, insolites, étonnants et dangereux. Comme le disait un personnage célèbre, nul besoin d'aller loin pour cela. Qui a le diable derrière l'épaule? Quelle planète voisine de la Terre a provoqué la plus grande déception chez les astronomes? Sur quel corps céleste? Les conditions sont-elles extrêmes, même pour les extrémophiles? Où les sondes ont-elles enregistré un mouvement étrange à la surface morte d'une planète? Sur quel objet du système solaire? En raison de la pression élevée, tout gaz se transforme en fluide supercritique. Tout cela est présent sur Vénus. Pourquoi les astronomes se sont-ils un jour sentis trompés? En fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, en raison de l'épaisse couche de nuages, il était impossible d'observer Vénus optiquement. Donc, rien n'était connu sur les conditions à sa surface. L'ignorance crée des mythes. Ainsi, non seulement les gens ordinaires, mais aussi des scientifiques célèbres ont longtemps pensé que Vénus ressemblait à la Terre, avec des rivières pures, des forêts verdoyantes et un climat simplement plus chaud. En raison de la proximité du Soleil, les astronomes étaient donc convaincus que derrière les nuages se cachait un monde tropical semblable à la Terre à l'époque du Mésozoïque. Qu'en est-il réellement? Dès que la première sonde interplanétaire, fabriquée en titane et en alliage d'acier, a atteint la surface de Vénus, elle s'était instantanément écrasée comme une boîte de conserve. Les illusions ont disparu aussitôt. Les conditions sur cette planète étaient loin d'être paradisiaques. S'il y a eu un temps où d'énormes fougères poussaient là-bas et où des lézards géants erraient, tout cela a été brûlé depuis longtemps par des pluies sulfureuses et anéanti par une chaleur infernale. Quels engins ont exploré Vénus et qu'ont-ils observé? Après plusieurs missions ratées, les stations interplanétaires étaient en perdu ou la communication coupée pour diverses raisons. Les sondes Venera ont envoyé les premières images de la surface de la planète. Ces images ont provoqué un véritable choc dans la communauté scientifique car, comme nous l'avons déjà mentionné, les attentes étaient tout à fait différentes. Sous l'épaisse couche de nuages de Vénus, on trouve un désert rocheux sans vie, avec une température de plus 460 à plus 480 degrés Celsius et une pression 92 fois supérieure à celle de la Terre. Pour couronner le tout, d'épais nuages d'acide sulfurique flottaient lugubrement au-dessus de cette branche de l'enfer. Il n'est donc pas étonnant qu'aucune sonde terrestre n'ait survécu plus de 2 heures sur Vénus. Il paraît donc absurde de se demander s'il y a eu de la vie sur Vénus. Mais malgré tout, cette question fait l'objet de débats parmi les scientifiques tant que les astronomes n'ont pas tiré de conclusions définitives. À leur formation, la Terre et Vénus étaient très similaires et aujourd'hui de nombreux paramètres restent presque identiques. Gravité, composition chimique,
taille. Mais avant tout, la science s'intéresse à savoir s'il y a de l'eau sur Vénus. Actuellement, elle n'est présente que dans l'atmosphère et en quantité absolument infime, tellement infime que, si on la condensait et qu'on la faisait tomber à la surface de la planète, la couche d'eau n'aurait qu'une épaisseur de 3 cm. Si l'eau terrestre était répartie uniformément, elle formerait une couche de 3 km de profondeur. Mais autrefois, il y avait de l'eau sur Vénus, très probablement il y a des milliards d'années, à l'aube de la naissance de la planète, il y en avait bien plus. Cela est confirmé par les sondes interplanétaires qui ont survolé Vénus ou qui travaillent sur son orbite. Presque toute l'eau a disparu. Certains astrophysiciens pensent que l'ultraviolet intense l'a détruite. Les molécules d'eau se sont dissociées et emportées par le vent solaire. Ainsi, si la vie primitive existe sur Vénus, ce serait uniquement dans les couches supérieures de l'atmosphère, loin de la surface hostile. Il est peu probable qu'il y ait eu jadis des rivières, des mers et des océans sur la planète. Le scientifique français Éric Chaussefire a conçu un modèle informatique montrant qu'il n'a jamais pu exister de plan d'eau sur Vénus. Cependant, il ne faut pas exclure la possibilité que de l'eau ait été apportée à la surface de la planète par des comètes qui s'y sont parfois écrasées. Nous ne pouvons pas exclure totalement l'existence possible de formes de vie vénusiennes primitives ayant évolué dans l'eau. Mais pour l'instant, on a l'impression que, comme dans le roman de Wells où les habitants de la Lune ont remplacé le fer par de l'or, sur Vénus, quelqu'un a remplacé l'eau par de l'acide sulfurique. À quoi ressemble la surface ? La carte la plus détaillée de la planète à ce jour a été réalisée par la sonde Magellan, qui a photographié environ 98% de la surface de Vénus. L'appareil a été placé en orbite en 1990 et, lors de ses rapprochements, il a progressivement cartographié des zones de la planète. Cela a permis de créer un modèle tridimensionnel de la surface vénusienne. Quel est le relief de Vénus sous l'épaisse couche de nuages ? Avant Magellan, Vénéra 15 et Vénéra 16 avaient tenté de cartographier la planète, mais leurs résultats étaient de bien moins précis. Voici par exemple une image de plusieurs lits de coulées de lave que Magellan a réussi à capturer. Les structures sont clairement visibles, la photo est assez détaillée. Sur Vénus, 2 continents conditionnels existent. La terre d'Ishtar et la terre d'Aphrodite, où se trouvent les plus hautes montagnes. Sa surface comporte aussi des canyons, mais très peu de cratères d'impact, dont un photographié par Magellan. Mais la structure de relief la plus étrange, ce sont les arachnoïdes qu'on ne trouve que sur la surface de Vénus. Principalement, ces énormes tourbillons de pierre, très probablement d'origine volcanique, sont situés dans l'hémisphère nord de la planète. Ils ressemblent vraiment à des araignées. C'est pourquoi ils portent ce nom. Le diamètre moyen d'un arachnoïde est d'environ 200 km. On a identifié 256 de ces structures sur la planète, mais leur formation reste partiellement incomprise. Quelle est la hauteur des montagnes vénusiennes ? L'énorme volcan Maat s'élève à 5 km au-dessus des environs et à près de 9 km au-dessus du niveau moyen de la surface, tandis que les montagnes Maxwell sont encore plus hautes. Elles atteignent 11 km et c'est le système montagneux le plus important de Vénus. Et ces 2 images nous ont également été fournies par la sonde Magellan lors de la cartographie détaillée. C'est remarquable. Malgré la chaleur extrême sur Vénus, au sommet des montagnes Maxwell, il ne fait que plus 380 degrés Celsius. La pression atmosphérique y est 2 fois plus basse qu'à la surface, mais reste 44 fois supérieure à celle de la Terre. Les montagnes Maxwell sont le site le plus approprié pour l'atterrissage des rovers terrestres. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas encore construire un appareil capable de rester longtemps dans ce monde extrêmement inhospitalier. Vénus présente-t-elle des phénomènes atmosphériques ? Évidemment, puisque l'atmosphère est très dense et mortelle, elle est bien présente sur la planète. Cependant, tous les phénomènes atmosphériques ici sont précédés du préfixe hyper. Ces vents atteignent 500 km/h, donnant l'impression que la planète entière est prise dans un ouragan global. Si ce sont des éclairs, ils traversent les nuages sulfureux de part en part. Si ce sont des températures, elles sont comparables à celles d'un haut fourneau. D'ailleurs, les simulations informatiques démontrent que, en l'absence d'effet de serre, la température à la surface de Vénus ne dépasserait pas les plus 80 degrés. Des missions vers Vénus sont-elles prévues ?
et jugées prioritaires à l'avenir. Actuellement, cependant, plusieurs pays, notamment l'Inde, ainsi que l'Agence spatiale européenne et la National Aeronautics and Space Administration, développent des sondes orbitales qui devraient être lancées dans les prochaines années vers notre voisine brumeuse. Les stations automatiques précédentes n'ont pas seulement photographié Vénus, certaines ont aussi enregistré ces sons. Venera 13 fut la première à transmettre des images, couleurs et des sons de la planète vers la Terre. La sonde a fonctionné 127 minutes au lieu des 32 prévues avant de tomber en panne. Cela a été possible car la coque avait été refroidie avant l'atterrissage et les instruments placés dans un boîtier en titane hermétique. Ce qui compte surtout, c'est que Venera 13 a enregistré pour la première fois les sons de la planète. Jusqu'à présent, aucun autre appareil n'a reproduit cet exploit. Sur l'enregistrement, on distingue clairement le vent et des bruits de tonnerre. Mais à l'été 2020, un autre événement exclusif s'est produit. La sonde solaire Parker, en survolant Vénus pour la 3e fois, a enregistré le chant de son ionosphère. Bien sûr, il ne s'agit pas de sons provenant de la surface, mais les vibrations de l'ionosphère ont également été enregistrées pour la première fois. Aucun appareil auparavant n'avait partagé de telles informations avec la Terre. Voilà à quoi ressemble le côté nocturne de Vénus, c'est impressionnant. D'ailleurs, la sonde Parker effectuera régulièrement des survols de Vénus pendant de nombreuses années, nous réjouissant avec de nouvelles données. Avec lui, la planète sera aussi régulièrement visitée par la sonde Solar Orbiter et l'orbiteur Bepi-Colombo. Les stations interplanétaires mentionnées ont-elles une chance de trouver au moins les moindres signes de vie sur Vénus ? À l'heure actuelle, il règne sur cette planète, sans exagération, des conditions insupportables. Cependant, dans les couches supérieures de l'atmosphère et à l'intérieur de Vénus, une faible chance subsiste de trouver des biosignatures, même sous forme de colonies bactériennes dans les nuages. Par exemple, en 2020, le télescope James Clerk Maxwell a détecté un marqueur de vie dans l'atmosphère vénusienne. Il s'agit du gaz phosphine, dont l'apparition ne peut être expliquée par des processus abiogéniques, l'origine de la vie à partir de la matière inerte, ce qui a amené les scientifiques à conclure que la phosphine est apparue comme résultat de l'activité vitale de certains types de microbes. On ignore comment ils ont survécu dans cet enfer, peut-être à cause de processus géochimiques ou photochimiques encore inconnus des astrobiologistes. De la glycine a aussi été détectée dans l'atmosphère, mais à une altitude supérieure à celle de la phosphine. Quoi qu'il en soit, selon certaines données, lorsque notre étoile et les planètes étaient de jeunes, l'intensité du Soleil était d'environ 70% de son niveau actuel. Il est tout à fait possible que Vénus ait été l'astre le plus propice à l'apparition de la vie parmi tous les corps célestes du système. Avec le temps, les conditions ont changé et aujourd'hui, le tableau est peu encourageant. Vous pensez que cela empêche les scientifiques de proposer des hypothèses fantastiques sur la surface vivante de la planète ? Vous vous trompez. En janvier 2012, lors de l'étude des images reçues des sondes Venera 13 et Venera 14, on a découvert que certains objets sur les photos disparaissaient puis réapparaissaient. Quelle conclusion en a-t-on tiré ? Leonid Xenfomality, chercheur à l'Institut de recherche spatiale, a émis l'hypothèse que le bruit de l'atterrissage des sons avait effrayé les habitants de Vénus, les obligeant à se cacher. Si l'on examine attentivement la panoramique de Vénus de mars 1982, on peut effectivement voir clairement que certains objets disparaissaient, laissant des traces derrière eux, puis réapparaissaient, et tout cela pendant l'enregistrement de 2 heures. Voici des preuves documentaires de ce phénomène étrange et encore inexpliqué. Pourquoi ces formes de vie n'ont-elles pas été consumées par la chaleur torride de Vénus ? Qu'est-ce qui donne de l'énergie à ces étranges créatures ? Peut-être s'agit-il de biosignatures à base d'azote. Trop de questions, trop peu de réponses. Il est probable que nous n'apprendrons rien de sitôt à ce sujet, mais rien ne nous empêche de supposer ou réfléchir. Allez dans les commentaires et proposez vos hypothèses face à celles des scientifiques.
Eh bien, terrien, ce n'est pas la fin de la vidéo, d'autres épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires nous attendent. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Exprimez-le simplement en mettant un like électronique sous cette vidéo, car il n'existe pas d'autre type de like. Et continuez la phrase « Je sais ». Ainsi, vous ferez comprendre que nous allons dans la bonne direction. Ne changez pas de chaîne.